Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour un énorme tutoriel donc sur la PlayStation 2. Et oui, comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons lancer des jeux PS1 à partir du disque dur de la PlayStation 2. Et oui, c'est faisable. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé dernièrement, voire même ça fait, on va dire maintenant des années, depuis que je fais donc des vidéos tutos, etc. On m'a toujours demandé, Rafi, j'aimerais que tu me montres comment on fait pour lancer des ISO PS1 à partir d'un disque dur PS2. Parce que oui, on peut faire ça avec des jeux PS2, en prenant par exemple Winip, HDLDump, etc. Donc des logiciels qui vont permettre d'installer des jeux PS2 sur le disque dur de la PS2. Mais jusqu'il y a pas très longtemps, on n'arrivait pas à lancer des jeux PS1 à partir du disque dur PS2, puisque quand on passait par Winip, eh bien ça marchait tout simplement pas. Alors sur la toile, il y a eu des petits malins qui ont réussi à trouver donc des contournements, des manières, des façons de faire pour qu'on puisse lancer des jeux PS1 à partir du disque dur. Alors premièrement, ces petits malins, ils ont carrément ils ont construit, on va dire, un émulateur maison PlayStation, donc PS1. Sur lequel on pouvait donc installer des ISO sur le disque dur et les lancer à partir de cet émulateur. Sauf que beaucoup de jeux ne passaient pas et que l'émulation était très moyenne. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien des gens ont trouvé l'émulateur parfait, puisqu'il s'agit de l'émulateur officiel, je dis bien officiel, de chez Sony, permettant d'émuler les jeux PS1 à partir du HDD de la PS2. Cet émulateur, il s'appelle Pops, P-O-P-S. Alors, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui vont se dire « Oh, mais Pops, ça me dit quelque chose. » Eh bien oui, Pops, en fait, moi je l'ai connu, cet émulateur Pops, grâce à la PSP. Et en fait, sur PSP, grâce à Pops Loader, eh bien, on pouvait lancer nos jeux PS1. Eh bien, en fait, Pops, eh bien, existait avant la PSP, tout simplement, puisque Pops Loader sur la PSP, c'est aussi l'émulateur officiel de chez Sony. Mais ce Pops, eh bien, il existait aussi sur la PS2. Et en fait, il a fait son apparition à partir d'un logiciel qui s'appelle le PlayStation BB. Et en fait, BB veut dire broadband. Et ce logiciel n'est sorti qu'exclusivement au Japon. Voilà, PlayStation Broadband. Et il permettait de faire des choses assez incroyables à partir d'un disque dur officiel. Alors, il y avait certaines PS2 au Japon qui avaient... Il y a tellement une modèle en même temps au Japon. Et ailleurs d'ailleurs, mais surtout au Japon évidemment, là où la console est née. Et en fait, il y avait des modèles au Japon qui avaient un port PCMCIA, comme ceux qu'on peut trouver donc sur les ordinateurs portables, donc qui était un port d'extension où on pouvait brancher donc ce disque dur qui était un disque dur officiel. Logiquement, vous devriez voir donc des images en même temps que je vous parle. Donc voilà, donc ce disque dur était officiel, il pouvait se brancher en PCMCIA, et il y a eu aussi des disques durs officiels qui pouvaient se brancher via l'adaptateur réseau, donc avec l'Expression Bay. Voilà. Et donc au Japon, il y a eu donc ce logiciel qui s'appelait PlayStation BB, où on pouvait gérer de la musique, des vidéos, des jeux, des applications, etc., etc. En fait, c'était un media center, on va dire, pour la PS2. Malheureusement, ce n'est sorti qu'au Japon, et ça a été plus ou moins d'ailleurs caché, puisque moi j'en avais jamais entendu parler avant au moins, ça fait 1 ou 2 ans que je m'intéresse maintenant à ce sujet, donc le PlayStation Baby, mais avant ça, je n'en avais
aucune idée de son existence. Et en fait, via cette interface PlayStation BB, eh bien, nous pouvions via donc le network, donc via le réseau de chez Sony, donc l'ancêtre du PSN d'aujourd'hui qu'on a vu naître sur la PlayStation 3 et sur la PlayStation 4. Eh bien, l'ancêtre de ce PSN permettait en fait de télécharger des jeux PS1 et PS2 déjà à l'époque. Et en fait, c'est grâce à ce PlayStation BB que l'émulateur PlayStation est né, tout simplement. Donc, je me devais quand même de vous faire un petit point historique avant de se lancer directement sur ce tuto, puisque je pense que beaucoup de gens m'auraient demandé, mais d'où ça sort en fait ce Pops? Eh bien, tout simplement, ça sort de là, donc du logiciel PlayStation BB, et donc ce Pops est un logiciel tout à fait officiel de chez Sony. Et il y a des petits hackers, des petits malins qui ont donc ce qu'on appelle dans le jargon leaké, donc c'est-à-dire qui ont partagé, on va dire par là, donc cet émulateur pour que tout le monde puisse en profiter sur toutes les PlayStation 2 du monde. Et maintenant, ça y est, nous attaquons le vif du sujet, c'est-à-dire l'installation de ce fameux émulateur PlayStation sur nos disques durs PS2. Alors, avant ça, il vous faut pas mal de petites choses. Donc, premièrement, évidemment, il vous faut une PS2. Donc, on va parler de la PS2 FAT, puisqu'il faut un disque dur interne pour que ça fonctionne. Mais je sais qu'on peut aussi installer un disque dur interne sur les PS2 Slim. Mais ça, on y reviendra peut-être un jour sur la chaîne. Mais si vous êtes vraiment intéressé par ce mode, je pourrais peut-être le faire, ou alors aller demander différents conseils. Je sais que Fabien de chez Electronic Arts a réussi à faire ce mode, et je lui tire mon chapeau. Bravo Fabien. Mais en tout cas, nous on va partir pour tout le monde, donc avec une PS2 FAT. Aujourd'hui ça se trouve partout à pas cher. Donc une PS2 FAT, il vous faut une carte mémoire officielle, donc PS2. Il vous faut un adaptateur réseau officiel aussi. Il vous faut un disque dur en IDE, alors qu'il faudra paramétrer en mètres, donc c'est-à-dire qu'il faut mettre le petit jumper là où il faut sur les petits pins à l'arrière du disque dur pour que votre disque dur soit reconnu en mètres, donc en master. Et il vous faut l'archive que je vais vous faire donc télécharger, qui sera sous la vidéo, qui sera dans la description de la vidéo, voilà l'archive, et une clé USB. Voilà, donc j'estime que c'est à la portée de tous, puisque peut-être la chose la plus compliquée à avoir si vous n'en avez pas, c'est peut-être un adaptateur réseau. Mais bon, ça se trouve, et pas très très cher, pour une vingtaine d'euros sur eBay d'occasion, vous pouvez en trouver. Donc, ce tuto, il va se décliner en plusieurs parties. Alors, je sais pas si je couperai ou pas les parties pour faire partie 1, partie 2, partie 3, etc. On verra. En tout cas, il va se décliner en plusieurs parties, donc je vais vous énumérer ces parties. Je sais, je suis un peu long sur l'introduction, mais j'estime vraiment que ça en vaut la peine avant de se mettre dans le vif du sujet. De toute manière, dans la description, si vous ne voulez pas écouter tout ce que je dis maintenant, vous pouvez cliquer directement au temps indiqué pour que le tuto commence. Donc, la première partie, eh bien, ça sera l'installation de l'émulateur donc sur le disque dur. La seconde partie, ça sera la préparation d'un ISO PS1 sur le PC. Ensuite, ce sera l'envoi l'envoi donc du jeu de la PS2 du PC sur la PS2. Ensuite, je vais vous montrer d'une manière brute, on va dire, le fonctionnement du jeu. Voilà, tout simplement, pour vous faire voir que c'est qu'on peut lancer donc le jeu. Et la troisième partie et la troisième et la quatrième partie en fait seront optionnelles, puisque je vais vous faire voir l'installation d'un logiciel donc qui s'appelle Open PS2 Loader, qui est donc un loader, donc un chargeur si on veut par là, un lanceur d'ISO donc sur la PS2. Et en fait après je vais vous montrer plusieurs manières de lancer vos ISO PS1
vraiment d'une manière cool, avec une liste, etc., un menu, enfin voilà. Je vous montrerai tout ça, mais tout ça, la troisième et la quatrième partie, eh bien, ce seront des parties optionnelles. Donc je pense que la vidéo va se décliner en deux parties tout simplement. Donc la première où on va installer et je vais vous faire voir comment lancer un jeu. Et la deuxième, je vais vous faire voir donc les choses un peu plus optionnelles où je vais vous montrer d'une manière simple et agréable le lancement de ISO PS1. Allez, on est parti, on commence. Donc nous voici sur le PC. Donc là j'ai l'archive.rar donc que je vous fais télécharger. Donc on l'ouvre et à l'intérieur on a pas mal de petits utilitaires. Donc on a le client FTP avec lequel on va envoyer donc l'ISO sur la PS2. On a le logiciel qui s'appelle Q2Pops. On a un autre logiciel qui s'appelle QMaker2. On a un autre dossier IGR officiel français. Donc ça je vous montrerai en temps voulu, ça sera dans la seconde partie de ce tuto. On a OpenPS2 Loader, pareil que je vous montrerai dans la seconde partie. On a un uLaunchShelf, mais cette fois-ci il est spécial pour les disques durs, je vous montrerai. Et on a donc ces trois fichiers qui sont les fichiers qui sont l'émulateur de la console. Donc en clair, l'émulateur de la PS1 c'est ioprp252.img et pops.elf. Le pop starter en fait c'est ce qui va vous permettre de démarrer votre ISO. Mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc premièrement, ce qu'on va faire, eh bien on va installer l'émulateur sur la console. Donc on va copier ces deux fichiers, donc ioprp252.img et pops.elf sur une clé USB. Donc j'ouvre ce PC, ma clé USB elle s'appelle G, voilà, et on va y glisser ces deux fichiers. Toc, pour les copier sur la clé USB. Voilà. Donc maintenant, on va retirer notre clé USB du PC et on va la mettre sur la PS2. Alors une chose que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que sur la carte mémoire officielle PS2, il faut que vous ayez FreeMacBoot d'installer. Ou alors il vous faut une manière, un moyen de démarrer donc uLaunchShelf. Donc nous on va aller sur la PS2. Alors si vous ne savez pas comment installer FreeMacBoot, vous n'avez qu'à suivre le tuto que je vous ai fait dernièrement. Enfin dernièrement, ça fait déjà pas mal de temps que je vous ai fait ce tuto. Donc pour installer FreeMacBoot. Donc on va partir du moment où vous avez tous FreeMacBoot d'installer sur votre carte mémoire. Donc on démarre notre console. Alors la console, je l'ai démarrée avec au préalable le disque dur branché sur l'adaptateur réseau et l'adaptateur réseau branché sur la PS2. Ainsi que d'ailleurs un câble réseau branché à ma box. Alors là c'est normal que l'image soit un peu verte. On va la mettre... Voilà. Attendez, on va la mettre en couleur. Donc nous voici sur FreeMacBoot version 1.8 et nous allons lancer... Donc là c'est une version... que j'ai réinstallé en fait de FreeMacBoot, donc une version on va dire clean quoi, qui n'a absolument aucun logiciel en plus et qui a le uLaunchShelf officiel, enfin qui a le uLaunchShelf classique qui est livré avec cette version de FreeMacBoot. Alors pardonnez-moi, mais j'ai oublié de vous faire mettre la version spécial HDD de uLaunchShelf sur la clé USB. Donc on va revenir sur le PC, j'en suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié, mais c'est vraiment pas grave. Donc on remet notre clé USB sur le PC et nous allons y glisser notre uLaunchShelf spécial HDD. Donc là vous pouvez voir mon archive est toujours ouverte. Donc on ouvre le dossier uLaunchShelf spécial HDD et on va y glisser donc dans notre clé USB le fichier .elf. Toc.
Voilà. Donc, revenons maintenant, je déconnecte ma clé USB du PC et nous revenons maintenant sur la console. Donc là, je rebranche ma clé USB sur la console. Voilà. Et nous allons donc lancer le uLaunchShelf. Donc c'est le uLaunchShelf qui est livré avec FreeMacBoot. Hein. Ce n'est pas le uLaunchShelf que je vous ai fait donc mettre sur votre clé USB. Hein. Pas pour le moment. Donc nous voici sur le uLaunchShelf. Et c'est à partir de là que nous allons donc démarrer l'autre version de uLaunchShelf. Je sais que je dis beaucoup ce mot, mais c'est très important que vous compreniez bien toutes les manipulations. Donc là, il est dans ma clé USB. Donc ma clé USB est représentée donc par la masse. Voilà. Et nous allons booter directement uLaunchShelf 4.42 HDD. Toc. Donc j'ai validé. Voilà. Donc là, on peut voir que en haut à droite, on peut lire le LaunchShelf 4.42 HDD. C'est très très important puisque si vous ne vous servez pas de cette version, eh bien l'émulateur ne pourra pas s'installer tout simplement puisqu'on sera un peu bridé. Donc maintenant, nous allons dans File Browser en appuyant sur la touche rond. On va dans l'onglet MISC ici. Voilà. Et nous allons dans HDD Manager. Donc là, j'ai ouvert HDD Manager. Et là, on peut voir Loading HDD machin. Alors là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis un disque dur tout neuf à l'intérieur donc de ma console. Et donc, évidemment, il n'est pas formaté. Il n'est pas formaté au format donc de la PS2. Donc pour cela, rien de plus simple, on appuie sur R1. Donc là d'ailleurs on peut remarquer que HDD statut Connected Yes, Formatted No. Voilà. Donc on va appuyer sur R1 et on va de là formater. Voilà. Donc j'ai fait OK et la console est en train de formater mon disque dur. Voilà. Donc là maintenant, il est reconnu. Impeccable. Et nous allons créer une nouvelle partition qui va s'appeler, donc on va créer, voilà, donc j'ai appuyé sur R1, là maintenant on fait Create, je la fais à la française, hein, je le fais exprès, hein, vous inquiétez pas, et on va la nommer, donc regardez bien, 2 tirets, donc c'est-à-dire un tiret bas, un autre tiret bas, point, c'est très important, point, et de là, en majuscule, c'est pareil, c'est très important. P-O-P-S. Voilà. Ensuite, on fait OK. En bas à gauche, on fait OK. Et de là, le logiciel nous demande quelle taille voulez-vous que fasse votre partition. Donc, vu que les jeux seront installés dans cette partition, et qu'un jeu fait aux environs de 700 mégas, eh bien, moi, j'en veux, je sais pas, moi, une dizaine. Donc, on va mettre environ 10 gigas de partition. Alors, on va mettre 10 gigas de partition, voilà, 10 112 mégabits. On valide, toujours avec la touche croix. Après, ça dépend si vous avez configuré uLaunchShelf pour que ça valide avec croix ou rond. Hein. Donc ça peut être rond pour valider, hein, c'est pareil, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, je sais avec croix. Hop, et je fais OK. Voilà. Donc ça a créé... C'est en train de créer une nouvelle partition. Et voilà. Donc notre partition est toute fraîchement créée qui s'appelle donc 2-bas.pops. Maintenant on sort de là avec la touche triangle. On va dans File Browser. Et de là on va dans HDD 0 ici. Voilà. On va ensuite dans la partition Common. Et on va créer un dossier qui s'appelle POPS. Donc R1, New Dir, qui veut dire nouveau dossier, et on l'appelle POPS. P-O-P-S. Voilà. De là, on fait OK. Nickel. Et on va retourner maintenant sur notre clé USB. Donc on fait triangle, voilà, pour retourner. Et on va aller dans Masse, ici. Et on va sélectionner les deux fichiers qui nous intéressent, c'est-à-dire pops.elf et iorpr
252.img. Donc pour cela, pour sélectionner les deux fichiers en même temps, il faut appuyer sur rond, vous voyez, sur le fichier qu'on sélectionne, donc rond, voilà, vous avez vu, il y a une petite pastille qui s'est faite à gauche, et on va sur l'autre fichier qui nous intéresse, pour le surligner en rouge, comme vous voyez là, et on refait rond. Voilà, donc là les deux fichiers sont sélectionnés. Maintenant, on appuie sur R1, et on fait copie. Voilà. Maintenant, on retourne sur HDD0, on retourne dans la partition common, on ouvre le dossier POPS, et de là, on appuie sur R1, et on fait paste. On clique sur paste. Voilà, ce qui veut dire coller. Donc on a fait un copier-coller, tout simplement, de notre clé USB vers la partition common dossier POPS. Voilà. Donc là, eh bien, notre émulateur PS1 est installé. Super, hein? Donc maintenant, eh bien, on va retourner sur le PC et on va préparer une ISO, ou un ISO, hein, c'est selon comment on veut le dire, pour qu'il soit lu par l'émulateur. Donc, on est parti sur le PC. Pour cela, on est toujours donc dans mon archive. Donc, pas de PS1 sur HDD PS2. On retourne. Et de là, on va ouvrir le dossier. On peut même ce dossier le copier directement sur notre bureau, hein, par exemple. Voilà. Donc, c'est-à-dire Q2Pops 2.0. Et on va aussi avoir besoin de QMaker 2.0. Toc. Alors, maintenant, on va donc préparer notre ISO. Alors, notre ISO doit être impérativement avec une extension .bin. Donc là, on va ouvrir le jeu que je veux préparer, donc jeu PS1, ici, qui est sur mon bureau, et c'est Siphon Filter. Alors vous pouvez voir que Siphon Filter, il est en .ISO. Et bien de là, on va modifier son extension. Alors là, je vous vois venir en me disant, oui, mais moi je vois pas le .ISO. Alors, si vous ne voyez pas le .ISO, eh bien il faut cliquer sur affichage ici. Donc là, je suis sous Windows 10, mais sous Windows 7 et Windows 8, c'est la même chose. Donc on clique sur affichage, on va dans options, ici, et on reclique sur affichage, voilà, et on va jusque ici, c'est-à-dire, normalement, si vous ne voyez pas les extensions, ça veut dire que votre case ici, elle est cochée. Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Eh bien, il faut décocher cette case pour qu'on puisse voir l'extension. De là, on fait OK, toc, et là, vous verrez votre extension. Donc là, on va la modifier, sinon ça ne fonctionnera pas. On va la modifier en .bin. Voilà. Là, Windows, il me dit, voulez-vous vraiment changer l'extension? De là, vous faites oui. Voilà. Donc là, mon fichier s'est modifié en siphonfilter.bin. De là, on ouvre le dossier QMaker2. On exécute le fichier qmaker2.exe. Et de là, on va aller chercher donc le fichier .bin, notre ISO, tout simplement. .bin. Donc on fait browse. De là, on va chercher donc sur notre bureau. Voilà. Alors c'est en anglais, mais vous allez voir, c'est facile à s'y retrouver. Donc desktop, hein, qui est mon bureau. Et de là, jeu PS1. Jeu PS1. Et là, on peut remarquer donc dans ce dossier qu'il a trouvé donc le fichier, le fichier siphonfilter.bin. Donc de là, on le surligne, on le clique dessus et on fait OK. Toc. Ensuite, on coche la case PlayStation ici et on fait Generate. Voilà. De là, c'est marqué File siphonfilter.cue saved. Puisque cette action que je viens de vous faire, eh bien en fait, il crée un fichier CUE à partir du fichier .bin. C'est un peu compliqué, hein, mais c'est tout simple. Hein. Donc si vous suivez ce que je vous dis, c'est tout simple. Donc de là, on fait OK. Maintenant, on n'a plus besoin de ce logiciel. Vous en aurez besoin évidemment pour d'autres jeux, mais pour le moment, nous, on s'occupe que d'un jeu. Donc là, on le ferme. Voilà, on ferme aussi le dossier qui a été ouvert avec le logiciel à l'intérieur. On fait fermer, toc. Et donc là, on peut remarquer que dans notre dossier, on a bien maintenant notre fichier .cue.
Alors, ce fichier .cue, il va nous permettre de convertir notre gros fichier, donc bin, qui fait quand même 680 mégas, en fichier VCD. Donc toujours l'extension VCD, puisque c'est ces fichiers-là, les .vcd, que l'émulateur PlayStation va pouvoir lire. Pour ce faire, vous ouvrez le dossier QPOPS 2.0. Voilà. Donc à l'intérieur, on peut remarquer qu'on a QPOPS 2.0.exe. Alors, si vous double-cliquez dessus, ça n'ouvrira absolument rien, puisque ce n'est pas un GUI, un GUI, mais c'est un fichier DOS. Enfin, c'est un programme DOS. Donc, ce que vous faites, vous glissez votre CUE sur le .exe, sur le fichier. Donc, sur l'exécutable .exe. Toc, je lâche, et voilà. Il y a donc une fenêtre DOS qui vient de s'exécuter, qui vient de s'ouvrir, et qui a en fait converti mon fichier CUE vers un fichier VCD. Voilà, donc là ça a été vite, impeccable. Alors des fois ça peut être plus ou moins long, hein, mais là ça a été assez rapide. Et là on peut remarquer en même temps, vu que mon dossier jeu PS1 était toujours ouvert, que le fichier VCD vient de se créer. Voilà, donc siphonfilter.vcd. Donc si tout s'est bien passé, dans le dossier où votre jeu .bin était créé, eh bien vous aurez deux fichiers en plus, c'est-à-dire un fichier VCD et un fichier CUE. Impeccable. Donc si vous en êtes rendu là, tout a bien fonctionné. Maintenant, on va couper la fenêtre avec à l'intérieur le QMaker2. Voilà. Et maintenant, on va envoyer donc ce gros fichier .vcd vers la PS2. Alors pour cela, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on passe par le réseau domestique de la maison en ayant connecté donc l'adaptateur réseau sur la box internet, ou soit vous pouvez copier ce fichier .vcd sur une clé USB et le copier avec uLaunchElf dans le dossier qui nous intéresse. Alors, moi je vous convie vivement de passer par le réseau parce qu'avec l'USB ça va être très long. Déjà d'une part, il va falloir que vous copiez ce fichier dans votre clé USB. Bon, si votre clé USB à la rigueur est 3.0, ça va aller assez vite. Mais si c'est une clé USB classique, ça va mettre un certain temps, hein, ça fait quand même 680 mégaoctets. Ou alors passer par le réseau, et là ça ira beaucoup plus vite. Alors, pour passer par le réseau, moi j'utilise un client FTP, c'est ce qu'on appelle, hein, on appelle ça un client FTP. Donc moi j'utilise le client FTP qui s'appelle RadHost Client. Alors, on va retourner sur la PS2 pour qu'on puisse configurer tout ça, pour que la PS2 puisse communiquer entre le réseau domestique et votre PC, qui lui-même évidemment est connecté au réseau domestique, donc à votre box. Donc on retourne sur la PS2 et on va configurer donc notre adresse IP. Donc pour cela, on appuie donc sur Select, hop, voilà, et on appuie sur Select pour configurer notre adresse IP. De là, on va dans Network Settings, ici. Voilà, donc on est toujours sous uLaunchElf, hein, il faut faire ça sous uLaunchElf. Donc on va dans Network Settings, ici, et on va configurer une adresse IP. Donc moi évidemment je l'ai déjà configuré, mais on peut le faire ensemble. Donc par exemple, vous voulez que votre adresse IP, ça soit 192.168.20.25. Eh bien avec la touche croix, là vous voyez mon curseur, je le déplace dans les différents chiffres, donc dans les différentes parties de mon adresse IP. Donc, on va laisser 192.168. Et par exemple, si je veux que ça soit .20, eh bien, avec croix, on avance. Et avec rond, on recule. Vous voyez? Hop, avec croix, j'augmente d'un. Avec rond, je diminue d'un. Donc, par exemple, si vous voulez que ça soit, je sais pas moi, .20.25,
Voilà, .20.25, voilà, impeccable. Ensuite, le netmask, il faut que vous le laissiez comme ceci. Par contre, Gateway, en fait, c'est la passerelle qui va vous permettre de communiquer entre les uns et les autres. Donc moi, en l'occurrence, ma Gateway, ma passerelle, eh bien, c'est une Livebox. Donc ma Livebox, eh bien, son adresse IP à elle, c'est 192.168.1.1. Mais chez vous, ça peut être une autre IP. Donc pour cela, je vous laisse vous débrouiller pour chercher l'adresse IP de votre box Internet. Une fois que vous avez configuré l'adresse IP de la box Internet, vous n'avez qu'à faire Save. Voilà, Save to Memory Card. Voilà. Et voilà, l'adresse IP de votre console, eh bien, est réglée. Toc. Donc moi, je vais remettre l'adresse IP 1.5, puisque c'était l'adresse IP que je voulais mettre à la base. Voilà. Mais ça, c'était juste pour vous faire voir que c'était possible de mettre n'importe quelle adresse IP. Hop. Donc là, je refais une save. Voilà, save. Impec. Et maintenant, je retourne. Toc. Et de là, on fait OK, par exemple. Hein, comme ça, au moins, tout est nickel. Voilà. Et là, vous voyez, save de config, memory card 0, sysconf, launchelf.cnf. Nickel. Maintenant, nous retournons du côté PC. Et on va ouvrir donc le client qui va nous permettre d'envoyer notre fichier là où il faut. Donc, on va l'ouvrir. On peut l'ouvrir directement à partir de l'archive, hein, il n'y a aucun souci. Donc, moi je l'ouvre. Voilà. Donc, il s'appelle radhost client 1.8a. Alors là, vous voyez que j'ai déjà configuré pas mal de petites choses parce que vous pensez bien que j'ai déjà fait quelques tests. Alors, on va supprimer tout ça. Hop. Voilà. Alors maintenant ici, supposons voilà que donc vous quand vous allez l'ouvrir, votre logiciel il va être vide, comme actuellement sous vos yeux. Donc PS2 devant il n'y a rien et name, location, tout ça il n'y a absolument rien. Donc dans PS2 il faut que vous rentriez l'adresse IP que vous avez configurée juste avant, donc sous uLaunchShelf. Donc moi en l'occurrence 192.168.1.5. Voilà. Donc ça c'est bon. Et il faut aussi que vous glissiez le dossier que vous voulez partager entre les deux périphériques, donc entre votre PC et votre PS2. Donc moi en l'occurrence, je veux partager le dossier qui s'appelle jeu PS1. Et bien pour cela, rien de plus simple, vous glissez, voilà, votre dossier sur le logiciel dans Name Location. Hop, et voilà, maintenant, eh bien votre dossier jeu PS1 est partagé avec l'application et votre PS2. Alors maintenant on retourne sur la PS2 pour qu'on puisse voir en fait ce dossier partagé. Voilà, donc on retourne sur la PS2, nous sommes toujours sur uLaunchShelf, donc on appuie sur ROM pour aller dans File Browser, et là au lieu d'aller par exemple sur le disque dur ou sur la carte mémoire ou sur la clé USB, eh bien on va dans l'onglet Host, qui veut dire hôte. Voilà, H-O-T-E. Et donc, si tout s'est bien passé, donc là, vous allez valider. Voilà, donc là, pour le moment, on voit rien. On revalide, on revalide, on revalide, on revalide, jusqu'au moment où les deux se sont appairés, on va dire. Et là, vous voyez, j'ai validé plusieurs fois. Et maintenant, je vois jeu PS1. Parfait. On ouvre ce jeu PS1 et de là on va choisir le fichier qui nous intéresse. Donc là en l'occurrence siphonfilter.vcd. De là vous faites R1 donc sur le fichier qui nous intéresse, donc R1. On fait copy, toc. Donc là on peut voir copy de tout the clipboard. On fait triangle et maintenant on va aller copier ce jeu dans la partition que nous avons créée tout à l'heure, qui s'appelle donc les deux tirets bas .pops. On rentre dans cette partition et là le fichier il faut que vous le mettiez à la racine, toujours à la racine de cette partition. Il ne faut pas le rentrer dans des dossiers.
Donc de là on fait R1, on fait paste. Et maintenant, dans à peu près 8 minutes, 8 minutes, eh bien, le fichier sera copié sur la PS2. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide pour que vous puissiez copier votre jeu. Et là, regardez, si on retourne sur le PC, on peut remarquer, donc RAD-host, qu'il est rendu à 4% de progression de la copie. Donc évidemment, il faut attendre que nous soyons à 100%. Donc de ce fait, nous allons nous retrouver d'ici peu. Alors avant de se retrouver, on va préparer autre chose pour qu'on puisse lancer le fichier. Alors, nous allons rouvrir donc l'archive. Parce que moi je l'ai fermé, vous l'avez peut-être pas fermé. Hein. On va rouvrir l'archive et donc on va préparer maintenant notre lanceur d'ISO. Alors, là, vous voyez, le Pop Starter, en fait, c'est le démarreur de l'ISO PS1. On va le glisser dans le même dossier que votre jeu. Voilà. Donc là, en l'occurrence, dans Siphon Filter, donc jeu PS1 Siphon Filter. Et il faut le renommer dans le même nom, absolument le même nom que votre jeu. Donc là, par exemple, je prends celui-là, hop, je sélectionne, je fais copier, toc. Et là, on va changer donc ce nom qui s'appelle popstarter.elf par siphonfilter.elf. Et donc, une fois que la copie là du VCD sera effectuée, eh bien, on copiera aussi ce fichier qui s'appelle .elf là où bon vous semblera sur le disque dur. Donc, on se retrouve dans à peu près, donc là, on va retourner sur l'émulateur, dans à peu près 6 minutes. Donc à tout de suite. Donc nous revoici à 8 secondes de la fin. La copie va être terminée. Et ça va être super. Vous voyez, hein, c'est pas long, hein, 8 minutes pour copier un jeu, ça va. C'est respectable. Donc maintenant, on va retourner dans Host et on va prendre notre fichier .elf qui se trouve ici. Donc qui s'appelle siphonfilter.elf. On fait R1, on fait copie. Et on va le copier, je sais pas moi, HDD0. Après, on n'est même pas obligé. Hein. J'aurais pu le lancer directement à partir du réseau. On va le mettre dans... On va créer, tiens, une partition qui va s'appeler Elf. Pas une partition, un dossier, pardon. Qui va s'appeler Elf. Alors c'est complètement optionnel hein, ce que je fais là. Hein. C'est un peu... Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça puisque si vous suivez les parties, la deuxième partie de ce tuto, vous verrez que ce que je fais là n'a aucun intérêt. Donc on fait OK. Donc là j'ai fait un dossier Elf et on va copier. Donc on va coller plutôt là le fichier Elf. Donc maintenant, moment de vérité. Est-ce que le ISO va démarrer? Attention. Donc pour cela, vu que là je capture dans une résolution qui ne plaît pas du tout au jeu PS1, puisque ce ne sont pas, c'est pas la résolution d'un jeu PS1, eh bien la capture va plus fonctionner. Tout simplement, ça va me mettre out of range. Donc là, j'ai prévu le coup. On va filmer directement la télé. Donc toc. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que ma webcam est en train de filmer la télé, tout simplement, et que, voilà, je vais appuyer sur le bouton croix. Pof! Voilà, j'ai appuyé sur le bouton croix. Et maintenant, je vais vous mettre ça en grand écran. Voilà. Et logiquement, coucou, logiquement, le jeu devrait se lancer. Et voilà. Le jeu Siphon Filter. Donc là, c'est pas les bonnes couleurs puisque mon truc a encore bugué. Voilà, là je dois être dans les bonnes couleurs. Et voilà. Le jeu Siphon Filter. Oh putain, oui, là il est vraiment trop vert. Voilà, nickel.
c'est ma prise HDMI qui déconne, hein, puisque je suis avec le PS2 tout HDMI, pour la petite anecdote. Et donc là, on peut voir, hein, enfin, écoutez aussi, hein. Le son marche très bien. C'est comme si on était donc sur le CD Siphon Filter. Et donc, on a démarré donc un ISO PS1 à partir donc du disque dur. Donc là, on peut vraiment voir que c'est dégueulasse sur l'écran. Alors, aucune latence, hein, vraiment tout va bien. On pourrait penser qu'il y a une petite latence et tout, hein. Regardez, hein, je vais vous faire voir. Hein. Voilà. Hein. Voilà, hein, tout va bien. Voilà. Et donc, Siphon Filter tourne admirablement bien sur une PS2 avec un disque dur en interne. Voilà. Donc ça, si c'est pas génial, on va essayer de se faire Kravitz en coup de tête avec un simple 9 mm. Oh, je l'ai eu, vous avez vu? Oh, ça c'est magnifique. Ce qui est pas simple à avoir, hein, le petit Kravitz. Voilà, donc le jeu fonctionne admirablement bien. De plus, il y a un petit plus dans cet émulateur PS1 officiel sur la PS2. C'est que, et ça je vous montrerai plus en détail dans la partie 2, dans les parties on va dire en plus quoi, optionnelles. Donc regardez, si je fais une combinaison de touches, R1, L1, L2, R2, Start et Select. Regardez dans quoi on rentre. On rentre dans un nouveau menu. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais PlayStation BB Navigator. Et en fait, en clair, en japonais, ils nous disent, voulez-vous retourner à l'interface PlayStation BB Navigator. Et de là, avec la touche rond, puisque nous sommes en mode japonais, avec la touche rond, on fait Yes, puisque c'était Yes la première solution. Et là, en fait, ça va rebooter la PS2. Voilà, donc là, Free Mac Boot, etc., etc. Donc là, je vais vous remettre la capture normale. Vous avez vu donc le lancement d'un ISO PS1 à partir donc d'un disque dur sur la PS2. Voilà. Donc ça, c'était la méthode, on va dire, brute. Et donc, si vous suivez la partie 2, qui est une partie, on va dire, comme je vous disais, optionnelle, eh bien, vous verrez comment améliorer tout ça pour que ergonomiquement, ça soit beaucoup plus beau et beaucoup plus pratique. Voilà, donc c'était la première partie de ce super tutoriel. Donc, lancer un jeu PS1 à partir du disque dur. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour la seconde partie. Salut à tous et à la prochaine.